Donc, nous allons poursuivre nos travaux. Nous avons l'association des Dawnshipers. Je vous invite à nous présenter également les personnes qui vous accompagnent. Et vous allez avoir un temps de 10 minutes pour faire la présentation de votre mémoire et par la suite une période d'échange avec les différents groupes parlementaires pour une durée de 50 quelques minutes, environ 50? Oui. 50 minutes. La parole est à vous. Merci, Madame. Au nom de l'Association de Townshippers, j'aimerais remercier les membres du commission de l'occasion de nous être offert de présenter nos préoccupations concernant le projet de la loi 14. Mon nom est Gérald Cotting. Je suis le président de l'Association Townshippers. Je vais commencer ici, à ma droite. Mélanie Cotting est membre du conseil d'administration. Madame Heather Bowman, membre du conseil d'administration. Et M. Jim Canner, encore un autre membre du conseil d'administration. Avec des programmes actifs portant sur le patrimoine de la culture, le développement communautaire, des services sociaux et de santé, les populations vieillissantes et les jeunes, l'Association des Townshippers est, depuis l'année 1979, un organisme non partisan qui est au service de la communauté d'expression anglaise des cantons de l'Est. Sa mission, en 3 volets, est de promouvoir les intérêts de la communauté d'expression anglaise des cantons de l'Est historique, de renforcer l'identité culturelle de cette communauté et d'encourager la participation pleine et entière de ses membres au sein de la collectivité dans son ensemble. In the year 1861, 58% of the historical townships was in fact English-speaking, with a total of 89,748, a figure I will not ask you for me to demonstrate completely. In the year 2006, that population was measured at 42,300 and was 6.2% of the general population. Bien que notre mémoire traite d'un certain nombre d'articles spécifiques du projet de loi, nous estimons plus sage d'utiliser le temps que nous est alloué en limitant notre présentation à 3 grands domaines préoccupants qui sont particulièrement menaçants pour la population minoritaire d'expression anglaise du Québec rural que nous représentons. Préoccupation numéro 1. L'assaut sur l'identité et la vitalité de la communauté d'expression anglaise dans les cantons de l'Est. La communauté d'expression anglaise des cantons de l'Est historique, et quand je parle de les cantons de l'Est historique, c'est un territoire qui est approximativement le même territoire que le pays de la Belgique. Quand on parle de l'histoire, ce n'est pas un groupe d'immigration récente, ni ne veut être considéré comme une communauté culturelle. Nos racines remontent à la fin des années 1700. Cette population de nouveaux arrivants, incluant notamment des loyalistes qui s'échappaient de la persécution aux États-Unis. En effet, ils ont été vraiment les premiers colons d'ascendance européenne à établir dans cette région. À titre d'un peuple fondateur du Québec, nous nous sentions justifiés de réclamer une mesure de respect et de protection en vertu de la loi, ce que cette loi va retirer d'une façon permanente et irréversible. Dans les cantons de l'Est, notre histoire est une histoire de collaboration fructueuse et de partenariat de longue date avec nos voisins francophones. À mesure que notre nombre diminuait, nous sommes devenus de plus en plus bilingues. Afin d'améliorer nos possibilités d'emploi et d'être en mesure de participer à la vie publique de la population majoritaire. Nous voyons le bilingualisme non comme une maladie qu'il faut être éradiquée du paysage public, mais plutôt comme un outil pour accroître notre prospérité et une meilleure qualité de vie. Notre identité
et le sentiment de notre propre valeur sont enracinés dans notre histoire, dans notre langue, dans notre culture, dans nos institutions et plus récemment dans notre bilingualisme. Pour sûr, il s'agit d'une position qui peut être comprise par la majorité dominante de la langue française du Québec dans le contexte d'une démocratie moderne. Nous croyons qu'il existe une obligation morale d'encaisser dans la loi la présence historique des communautés d'expression anglaise, telles que celles dans les cantons de l'Est, comme étant parmi les peuples fondateurs du Québec, et de reconnaître ce fait dans l'ensemble du projet de loi 14. En particulier, quand nous traitons les politiques linguistiques des organismes municipaux, nous pouvons interpréter l'intention expressée comme un étant destinée à empêcher la génération de bilingualisme institutionnel, avec peu ou pas de considération accordée au contexte historique. In general, we must also say that in the present, this does not recognize the fact that the English-speaking population has made enormous efforts to become bilingual, to become full participants in the larger community. It is not a question of not recognizing that Quebec is, in fact, a predominantly French society, and we celebrate that fact. Par exemple, même un survol rapide des noms de nombreuses municipalités du Québec, et plus notamment des cantons de l'Est, va démontrer que le patrimoine d'origine anglaise est très en évidence. Victoriaville, named after Queen Victoria. Drummondville, named after Lord Drummond. Sherbrooke, after Lord Sherbrooke. Dans un milieu rural, la municipalité de quelqu'un constate l'instance de première ligne pour les nombreuses questions qui se rapportent sur la vie quotidienne. Après tout, celles sont nos villes natales, chez nous. En conséquence, ce devrait être la municipalité qui décide du niveau de bilingualisme qu'elle souhaite soutenir et de quelle manière elle entend choisir de le faire. Cette approche n'enlève aucune façon l'obligation de la part des autorités municipales de fournir des services complets et de qualité en français, comme cela est déjà exigé. In the Eastern Townships, we have 18 municipalities that are presently designated bilingual. With the application of Bill 14 as is, 15 will lose that status. Only 3 will be left. It is the municipal authorities who will have to then deal with the numerous people who will come by and request one after another services, documentation in English, increasing the workload. Préoccupation numéro 2. L'érosion des libertés civiles, telles que tracées dans les changements proposés à la Charte des droits et libertés de la personne. Les changements proposés à cette charte, tels qu'annoncés, soulèvent des inquiétudes très sérieuses. Un charte de droits et libertés est une déclaration encaissée dans la loi dans le but de protéger les personnes et les groupes de l'oppression et ou de la discrimination basée sur toutes caractéristiques distinctives telles que le sexe, la religion, la race ou la langue. À l'article 3.1 de la Charte des droits et libertés, l'amendement se dit « Toute personne a droit de vivre et de travailler au Québec en français dans la mesure prévue dans la Charte de la langue française. » Normalement, dans une démocratie, les chartes de droits et libertés ne sont pas modifiées pour accommoder les lois, mais ce sont plutôt les lois qui sont rédigées de manière à être conformes aux dispositions de telles chartes. Ce changement implique une conséquence énorme pour les communautés anglophones. Si la Charte de droits et libertés a été modifiée pour être en conformité avec la Charte de la langue française, tout ministre chargé de l'application de la Charte de langue peuvent introduire des changements aux lois sans égard aux droits et libertés des non-francophones. En conséquence, nous prétendons fermement
qu'un segment entier de la population du Québec n'aura pas la possibilité, en vertu de la loi, de contester les incidents déclarés de discrimination, de harcèlement et de déni de service en raison de leurs origines ou leur incapacité à utiliser la langue française à un niveau qui ne peut être défini clairement à ce moment. Would we ever think of writing a Charter of Rights and Liberties where we said something to the effect that only Catholics would have the right to practice religion? Only white males would have access to jobs and the vote? I think not. Malheureusement, c'est tout le temps qui vous était alloué pour faire votre exposé. Nous allons procéder dans une période d'échange. Madame la ministre, la parole est à vous. Est-ce qu'il vous en reste beaucoup, M. Coté? J'en ai. Préoccupation numéro 3, c'est. Je peux mettre ça très bref. Allez-y. Je vais empiéter sur mon temps. OK. Et si par chance, j'ai une tendance de continuer, s'il vous plaît. C'est bon. Okay. Avec le consentement, vous savez, on peut tout faire. La ministre a donné son accord. OK. Prenez votre temps. La préoccupation numéro 3, c'est les pouvoirs extraordinaires que le projet de loi donne à le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Ici, on pense que les pouvoirs accordés à la ministre responsable dans le projet de la loi Fortin sont d'une grande portée qui porte sur une façon signative des domaines de juridiction tels que les affaires municipales, l'éducation et le commerce. L'objectif d'aider tous les citoyens nouveaux arrivants à maîtriser la langue française pour les aider à mieux s'intégrer est très différent que l'approche suggérée dans certains articles et dans d'autres, qui est de supprimer le bilingualisme et plus spécifiquement les droits des anglophones. With the powers of investigation given to the new office and with the new staff, certainly I think what we are very much concerned about when we talk about criminal proceedings is the transformation and making then a language police a reality. In conclusion, all I have to say is that upon the evening of Madame Marois' election, something very significant happened. She reached out a hand and said, in English, I want to invite you, members of the English community, to participate in building a dynamic, a strong, and a vital Quebec. I think that if we can really work on that, we'll certainly do more. Parce que quand on voit ce projet, ça servir qu'à déverser les intérêts des Québécois dans les champs opposés et ne produisera certainement pas des conditions favorables à l'intégration. J'arrête. Merci, M. Coting. Oui. Madame la ministre. Je dire un autre chose. C'est parce que moi, je porte des appareils depuis longtemps. Et par chance, si je vous dis, s'il vous plaît, répétez. Patience, s'il vous plaît. Nous allons prendre toute la patience qu'il faut. Rassurez-vous, M. Coting. Je suis renommée pour être patiente, vous savez. Renommée. Alors, écoutez, d'abord, merci à tous vos représentants qui vous accompagnent d'avoir participé à cette audition. Je vais saluer aussi la présence de M. Reid qui est ici, qui est votre député et qui, je pense, tenait beaucoup à être présent et à vous supporter dans votre mémoire, dans votre façon de faire. Alors, d'abord, peut-être une petite mise au point. Et je ne vais pas mettre ça sur le compte de votre compréhension, mais plutôt sur le compte que cette situation-là et ce que nous avons à discuter vous émeut beaucoup et que c'est important pour vous. On comprend qu'il n'y a rien d'automatique actuellement dans le projet de loi. Alors, et ce n'est pas l'intention de mon gouvernement de dire automatiquement, quand on atteint un certain pourcentage, on perd le statut bilingue. C'est pas comme ça que la loi est rédigée. Alors,
c'est pas perdrait, mais pourrait perdre. Pourrait perdre. Alors, il y a donc cette possibilité, mais ce n'est pas automatique. Alors, je veux vraiment que vous ayez en tête cette affaire. Maintenant, vous avez parlé avec beaucoup d'éloquence de la question du patrimoine. Et là-dessus, j'aimerais vous signifier et vous rappeler que dans le projet de loi, il y a 2 considérations qui sont nommées. La question du patrimoine, qu'il faut tenir en compte avant de prendre de prendre potentiellement une décision comme celle-là, et la question de la participation active des citoyens. Sur la question du patrimoine, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous me dites si vous êtes à l'aise pour y répondre ou pas. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas à l'aise, mais je vais vous demander d'y réfléchir. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour me répondre ce soir, je vais vous demander d'y réfléchir. Je vous assure. Ben, je vous crois. Je vous crois. Ma première question, c'est dans l'évaluation du patrimoine, vous avez évoqué dans votre allocution la question d'un peuple fondateur, la question d'avoir bâti une cité, etc. Est-ce que vous pensez que ce sont des critères qui doivent être tenus en compte? À partir de quel moment? Comment vous voyez cette question-là du patrimoine par rapport à d'autres villes, par exemple, plus récentes? Les Townshippers, quand même, c'est assez ancien. Alors, comment vous faites la nuance dans cette perception-là du patrimoine? J'ai confiance dans votre jugement à cet égard-là. Je vais vous poser une deuxième question tantôt. Quand on parle de patrimoine, quand on parle de la culture, quand on parle de notre histoire, on a tous une histoire personnelle, on a une histoire de nos anciens. Et si on oublie d'où ce qu'on vient, on a une tendance de pas d'être dans une position de reconnaître qu'est-ce qu'on a devant nous dans le présent. Et si on n'est pas dans une position de reconnaître les données qu'on a présentement, c'est difficile de créer un futur avec une vision. Si vraiment l'intention, c'est de prendre la position que tous les membres de la communauté québécoise sont importantes et de nous convaincre d'une façon claire, d'une façon qui peut être comprise. Ça, c'en est une façon de dire oui. On reconnaît que vous êtes partie d'un peuple fondateur. Et ça veut dire que dans le temps d'arriver dans les cantons de l'Est, les gens ont bâti les fermes ensemble. Ils ont bâti les petits villages ensemble. Ils ont décidé, quand il y avait une tragédie qui arrivait, quelqu'un décidé. C'était pas une question, est-ce que vous parlez l'anglais ou le français? C'est une question, vous avez besoin d'aide. On va être là parce qu'on a on vit ensemble. On va réussir ensemble. Ou ça va être un échec ensemble. Et quand je parle de le patrimoine, c'est un geste concret de la majorité francophone de dire oui. En effet, peut-être vos noms sont pas tellement, vous n'êtes pas tellement nombreuses, mais vous êtes encore importantes. C'est comme les personnes d'un certain âge. Nos grands-parents, on a peut-être tous eu une expérience avec nos grands-parents. Juste à cause qu'ils sont âgés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus importants, qu'ils n'ont pas un rôle de jouer dans notre famille, dans notre communauté. Et c'est tout ce que je veux dire là, dans une très brève description, c'est donnez-nous, fait un geste concret qu'on peut dire, nos inquiétudes là, on va mettre nos inquiétudes à côté,
on s'embarque. 100%. Mais ça va prendre des gestes concrets. Ça, je vous dis franchement, à ce temps-ci, quand vous parlez des inquiétudes, souvent c'est la perception qui est plus importante que la réalité. Et dans un cas avec une communauté qui est déjà minoritaire et déjà très quand je parle de la minorité rurale, je pense que les francophones et les anglophones ont beaucoup à partager quand des histoires alentour du table. Quand on parle de qu'est-ce qui se passe dans la Gaspésie, dans la Côte-Nord, c'est exactement les mêmes conditions. Les gens ne restent pas. Ils partent. Comment est-ce qu'on va bâtir nos villes? Comment est-ce qu'on va être capable de garder un certain sens de la communauté? Et en anglais, on a quelque chose on parle souvent de missing middle. Missing middle, ça veut dire que la population peut être le plus dynamique. Ceux qui ont déjà commencé les petites familles, ceux qui sont des entrepreneurs, des professionnels, ils quittent. Et dans la communauté anglophone, ça a commencé dans les années 50 parce qu'il y avait un mouvement sur le continent de l'Amérique du Nord vers l'Ouest. Chicago a remplacé New York. Toronto a remplacé Montréal. Et là, Los Angeles a remplacé Chicago et Calgary et Edmonton a remplacé Toronto. Mais pour tous ceux qui ont décidé de rester, comme nous autres, on est ici parce que le Québec, c'est chez nous. On parle souvent, c'est de qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont inquiets. Avant de céder la parole à mes collègues, je veux vous mentionner que j'apprécie énormément la façon dont vous appréhendez le projet de loi et vos commentaires. Ils m'apparaissent empreints d'authenticité et empreint du respect du patrimoine que vous voulez que nous prenions conscience collectivement. J'apprécie beaucoup votre présentation. À cet égard, je me permettrai probablement au cours des prochaines semaines de recontacter votre association à travers des éléments qui m'apparaissent importants de clarifier autour de la notion de patrimoine. Ça, la volonté de clarté que vous mettez de l'avant autour des questions de patrimoine sont autant importantes pour les francophones que les anglophones à cet égard-là, mais vous en parlez d'abondance puis avec beaucoup de conviction. Alors vraiment, c'était pour ma part une contribution patrimoniale très intéressante. Je vous en remercie. Ce serait un plaisir de travailler avec vous, madame. Absolument. Vraiment. Maintenant, je vais reconnaître le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le député, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à vous. Je sais que vous représentez une population importante dans les cantons de l'Est, dans l'Estrie. C'est 42 000 citoyens que vous représentez ici ce soir sur une population quand même de 310 000. Alors, c'est quand même une représentation qui est justifiée. Et j'ai bien apprécié une remarque que vous avez marquée dans votre mémoire quand vous mentionnez dans une structure démocratique, il est communément reconnu que la majorité est responsable du bien-être juridique et économique des groupes minoritaires. Alors, je pense bien que dans le contexte canadien, les francophones du Québec vivent exactement le même sentiment que vous avez versus actuellement la majorité ou la majorité québécoise. Parce que, comme Québécois, moi, je vis francophone, je vis le même sentiment et j'apprécie ce que vous avez écrit parce que ça me touche directement dans la communauté canadienne. Parce que je suis, justement, minoritaire dans la majorité canadienne, au même titre que vous êtes minoritaire dans la majorité québécoise qui est francophone. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on vit à peu près les mêmes appréhensions ou les mêmes inquiétudes. Et ça, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Au cours des prochaines semaines, il y a beaucoup de groupes qui vont venir faire des représentations ici, différentes à l'égard du projet de loi 14. Vous savez qu'au Canada, la population francophone constitue une minorité linguistique. Comment, selon vous, concilier sur le territoire municipal
la reconnaissance du statut bilingue et la promotion du français comme langue officielle du Québec. Comment vous faites la conciliation comme organisme dans vos milieux? Merci, Monsieur le député. Monsieur Curtin. Bon, ça c'en est une question très importante et très compliquée. Parce que si on commence avec l'idée que la communauté majoritaire est toujours responsable pour la communauté minoritaire, que ce qu'on a suggéré dans notre mémoire, c'est qu'une des façons de s'assurer qu'il y a une remontée de la prospérité de les minorités, c'est de leur donner autant que possible de support et de s'assurer que, surtout, les outils pour bâtir leur futur sont dans leurs mains. Quand on parle de la communauté anglophone, surtout dans les cantons de l'Est, c'est une population qui est, quand on a des mesures objectives, plus pauvres, moins scolarisés, plus de personnes qui sont en chômage que la majorité francophone. Et une façon de s'assurer qu'il y aura la possibilité de surmonter, c'est d'avoir l'accès à des outils. Un des outils, c'est le bilingualisme. Et quand on parle, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'importance de les municipalités. Les municipalités, c'est une communauté où on peut travailler avec ces gens-là, avec des gestes concrets. Et quand on essaie de voir c'est quoi la relation entre la minorité anglophone rurale et la majorité des francophones dans le contexte du Québec présentement. Que ce que je vais vous suggérer encore, c'est que si on essaie d'avoir des mesures pour établir que ce que devrait être comme une mesure c'est quoi le nombre de personnes dans un village qui devrait être considéré comme anglophone. Une façon de procéder, c'est on va chercher, on va dire, c'est de langue maternelle, langue d'usage. Que ce que vous suggère, c'est que laissez les gens dans ce village-là. Laissez les francophones et laissez les anglophones de travailler ensemble. Puis on va être capable de vous livrer, pas toujours, mais de temps en temps, des miracles. C'est d'avoir la confiance dans la population et dans les citoyens qui sont en charge de leur propre village, petite municipalité. C'est ça notre vie dans les cantons de l'Est. Sherbrooke, on considère Sherbrooke, c'est une grande ville. Ça approche quasiment 200 000 personnes. Et il y a des gens qui, quand c'est une sortie pour aller à Sherbrooke, c'est comme si on y va dans un gros métropole. Mais de travailler ensemble et donner des outils à des citoyens de travailler. Et tout le contexte, là, comment est-ce qu'on va traiter les francophones en dehors du Québec, on est de plus en plus en contact avec les associations francophones en dehors du Québec. Et quand on se met ensemble, on dit, mon Dieu, votre description, c'est la description de notre exactement que ce qu'on a présentement avec les anglophones. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Des fois, la réponse, c'est « c'est ça ». Ou est-ce que vous avez travaillé avec les instances, vos membres du Parlement? Est-ce que vous avez travaillé avec les officiaux de tel ou tel programme? Ou au niveau provincial? Et en faisant des liens avec des associations des francophones en dehors de Québec, je pense qu'on a été capable de réétablir un certain lien entre les deux populations fondateurs du Canada
Et je vais vous suggérer que c'est nécessaire de dire exactement la même chose pour Québec, parce que ça a été une réalité. Monsieur le député de Bonaventure, Merci, il Madame la reste Présidente. moins de 2 minutes. On va faire ça court. Juste un commentaire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous perdiez votre population active. Vous l'avez appelé le middle... Mais c'est un phénomène qui se passe aussi dans d'autres régions. Nous, en Gaspésie, en Gaspésie, on le vit. On perd nos jeunes. On envoie nos enfants se faire instruire dans les villes et souvent, on ne les revoit pas. Donc, c'est pas juste le fait... je dirais, d'une population qui a des caractéristiques culturelles, c'est lié souvent à un contexte socio-économique ou un manque de services. Ceci étant dit, vous dites dans votre mémoire que les municipalités devraient être capables ou sont capables de fixer un niveau de bilinguisme à offrir à leurs citoyens. Donc, les municipalités peuvent déjà offrir des services en anglais à leurs citoyens et même les municipalités qui n'ont pas de statut bilingue. Lorsque vous dites dans votre mémoire que ce devrait être la municipalité qui décide du niveau de bilinguisme qu'elle souhaite soutenir et par quelle manière elle choisira de le faire, que voulez-vous signifier? Bon, pour essayer de répondre à cette question-là, s'il y a une municipalité qui dit, mais nous autres, on constate qu'on peut supporter avec nos financements, avec le personnel qu'on a, une population d'anglophones qui touche à 40%, 30%. Et la municipalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un référendum. Ou ça va être les élus qui vont décider. D'une façon, les critères nécessaires, il faut que ce soit une décision qui est faite ouvertement, avec la transparence, et avec la possibilité de savoir que tout le monde a une possibilité de faire une contribution à la décision, d'une façon ou non, de choisir quelque chose qui est démocratique, ouverte, et de rester avec la décision. Et ça pourrait être, comme exemple, si dans une ville comme à Victoriaville, je pense que c'est 0,05% de la population qui déclare l'anglais langue maternelle. Est-ce que la ville va donner des services en anglais? Je ne pense pas. Mais avec 30%, et si la population anglophone sont vraiment actifs, ils sont là, à l'entour du table, et quand il y a quelque chose, ils sont là. Là, je vous suggère, c'est peut-être une obligation morale de soutenir cette population-là. Merci, M. Cotting. Je suis désolée, nous allons aller maintenant du côté de l'opposition officielle et je demanderai le consentement pour que puisse intervenir le député de Offer. Il y a consentement? Donc, M. le député, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Merci aux membres de la Commission de me permettre d'intervenir. Je voudrais revenir sur un élément très important que M. Cotting a mentionné tout à l'heure je vais le lire ici. À mesure que notre nombre diminuait, en parlant des anglophones de l'Estrie, nous sommes devenus de plus en plus bilingues afin d'améliorer nos possibilités d'emploi, parce que, vous me l'avez dit plusieurs fois, M. Cotting, si on veut travailler en Estrie, il faut parler français, et également être en mesure de participer à la vie publique de la population majoritaire. Donc, si on veut participer à la vie publique au niveau des cités, au niveau de tout comité, groupe, il faut être capable de parler français aussi dans la région de l'Estrie. Et ce que ça veut dire, ce que vous avez dit, dans le fond, c'est que la communauté anglophone dans les cantons de l'Est est devenue une communauté qui est en très, très grande majorité, une communauté bilingue. Et c'est comme ça qu'il y a une harmonie, c'est un élément de base qui fait l'harmonie entre les deux groupes linguistiques principaux des cantons de l'Est, et une harmonie qui est bien connue. Vous avez mentionné il y a quelques instants, et je vais lire ce que vous aviez dit dans votre mémoire là-dessus. Comme l'indiquent les constatations dans le profil, la communauté d'expression de l'Est, donc cette communauté bilingue, dans notre région, est déjà aux prises avec des niveaux de pauvreté qui excèdent ceux qui sont constatés pour la communauté francophone. Les 4 principaux facteurs, vous les avez mentionnés, le taux élevé de décrochage, le chômage, la migration vers l'extérieur et le vieillissement de la population. Et vous dites, nous devons mettre en œuvre des programmes pour maintenir chez nos jeunes l'intérêt à demeurer dans les townships, aussi bien
que pour attirer les nouveaux venus à s'établir ici. Et là-dessus, j'ai eu l'honneur de travailler avec vous et avec la commission scolaire des Eastern Townships, des cantons de l'Est, sur un projet pilote qui est en gestation actuellement, pour effectivement faire des efforts majeurs pour retenir nos jeunes et nos jeunes familles, si on veut qu'il y ait un avenir de la communauté et de cette communauté intégrée francophone-anglophone dans l'Estrie, et si on veut être capable d'attirer des gens de l'extérieur qui savent très bien que si on veut vivre en Estrie, il faut parler français pour travailler en français, et qui savent très bien aussi que si on veut participer à la communauté et à la vie publique, il faut aussi apprendre le français ou développer le français. Et des gens comme ça, il y en a. J'ai eu des très bons courriels de personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai vécu ça, et je suis pas sûr que je serais venu s'il y avait une loi qui est en préparation. » On a déjà eu l'occasion de souligner que, et on en parlait tantôt de perception autant que de réalité, les deux sont importants, que malgré peut-être les commentaires de la ministre tout à l'heure, le projet de loi 14, créé par ces perceptions ou par les éléments qu'il y a dedans et les perceptions de ces éléments-là, un message qui va dans le sens contraire des efforts que vous êtes en train de faire, qu'on est en train de faire parce que je participe avec vous à ces efforts-là, pour garder nos jeunes familles et attirer des jeunes familles et des gens compétents qui viennent augmenter le potentiel des gens compétents dont on a besoin en Estrie par ailleurs et qui soient d'origine anglophone. S'ils sont capables de travailler en français, parfait, on les veut aussi. Et dans ce sens-là, j'aimerais ça que vous commentiez un petit peu plus l'importance de ce projet-là, parce qu'on parle du missing middle de tout à l'heure. C'est ces jeunes familles, ces jeunes couples qui ne restent pas ou qui ne reviennent pas ou qu'on ne peut pas attirer facilement. Et l'effort majeur qu'on est en train de faire actuellement, le projet de loi 14, dans sa forme actuelle et avec ce qu'il y a dedans, n'envoie pas le bon message à ceux qu'on veut attirer. C'est ce que j'ai compris, mais j'aimerais vous entendre commenter un peu plus sur cet élément-là et sur le projet, d'ailleurs, qu'on est en train de faire. Merci, Monsieur le député. Monsieur Coting, allez-y. Merci. Le projet, en effet, a deux volets. Un volet, c'est d'essayer de retenir les jeunes dans quand on parle des Eastern Townships, ça, comme je dis, c'est un territoire énorme. Et comme a été mentionné, quand on est dans des petites villes, des fois, il y a une tendance de penser toujours que c'est bigger is better. C'est pas toujours le cas. D'abord, il faut commencer dans les écoles. Et quand vous rentrez dans les écoles sous le Eastern Township School Board, tout de suite, vous allez voir la mission. C'est de s'assurer que tous les diplômés sont bilingues. Il faut s'assurer que quand un étudiant sort d'une école secondaire, ils sont préparés pour être membres de la communauté dans son entier. Ça veut dire qu'il faut être bilingue si vous êtes anglophone. Le premier volet, c'est qu'on va travailler ensemble, les Townshippers et l'Eastern Township School Board, pour s'assurer que quand on donne des programmes dans l'école, qu'est-ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des liens dans leur propre municipalité. Quand l'enfant se rend chez eux, parce qu'on a des écoles polyvalentes, et la plupart du temps, les jeunes personnes vont passer, des fois c'est 1h30 de transport pour aller, 1h30 de transport pour se rendre à la maison. Est-ce qu'on pose des questions? Pourquoi les jeunes ont décidé de décrocher? Ça commence là. Il faut avoir un lien avec la municipalité, de la communauté, de la famille. Nous autres, comme des townshippers, on est plus dans une situation où on peut travailler avec les instances municipales, les instances sportives, pour s'assurer qu'il y a un lien entre l'école et la municipalité. Ça veut dire qu'on commence avec les jeunes pour les convaincre. Oui, il y a un futur ici. C'est une place magnifique pour vivre. Les touristes nous disent, mon Dieu, c'est tellement plaisant ici. Pourquoi pas rester? D'abord, il faut attirer des gens qui viennent en dehors. Il faut les convaincre qu'il y a la possibilité de venir et d'avoir une carrière très, très intéressante dans les cantons de l'Est. On a des industries magnifiques, on a des universités, on a des collèges de très haute qualité. Mais qu'est-ce que nous rencontrons, c'est que pour un jeune couple de décider de venir d'Alberta, pour s'installer dans les cantons de l'Est,
Il faut premièrement d'être capable de dire, bien, il y a un futur ici. Il y a un futur qui est basé sur l'idée que la prospérité, vous avez une profession, il y a possibilité d'emploi. Vous êtes entrepreneur. Et c'est surtout les entrepreneurs qui sont de plus en plus flexibles. Pour eux autres, c'est de s'installer dans un endroit avec les communications qu'on a aujourd'hui, avec les systèmes de transport qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez être dans les cantons de l'Est et en contact avec les marchés dans l'Europe, dans l'Amérique du Sud. Ça, il n'y a aucune barrière. Mais encore, je vais vous dire honnêtement, peut-être c'est juste une question de perception, mais avec le Bill 14, le message qu'on a, c'est que est-ce que j'ai envie d'aller au Québec parce que je viens juste de comprendre qu'il y a plus de complications quand si je départ un petit commerce. Est-ce que mes enfants vont avoir l'accès à une école bilingue? Ou, dans plusieurs cas, ils vont dire, bien, je pars tout de suite, mes enfants vont être dans l'école francophone. Pas de question. Ils vont être bilingues. C'est une solution tout de suite. Et pour ça, les écoles anglophones ont décidé, bien, il faut sortir des finissants qui sont bilingues aussi. Comme ça, si on est capable de bâtir des liens avec des gens qui sont en dehors des cantons de l'Est, et on va aller chercher, on a eu des projets, je dirais pas de pilote, mais on a été capable de réussir d'aller chercher certaines personnes de Montréal. Et c'était, je dirais, 50% qui sont des immigrants. Ils sont arrivés au Québec et ils ont descendu dans les cantons de l'Est et du monde. Ça, c'est une belle place pour établir. On a une jeune famille. C'est possible de vivre dans une petite communauté, une petite ville, et d'avoir la possibilité que les enfants jouent ensemble. Et il faut croire que une des choses, si vous êtes parent, une grande préoccupation, c'est la qualité de l'enseignement et est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des amis. Pas de ces 2000 l'autre bord de la montagne, l'autre bord de la rue, l'autre bord de la maison. Et si c'est en est des petits francophones, ça en est une plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils pensent de venir au Québec, c'est parce qu'ils veulent avoir une culture où que le français, c'est partout. C'est pas nécessaire de prendre l'avion pour aller à Paris pour entendre le français. On a une culture dynamique ici au Québec. Et l'entrepreneurship au Québec, je suis prêt à vous engager dans un débat n'importe quel jour on tient nos paroles, on est parmi les meilleurs que vous allez trouver dans l'Amérique du Nord. On est dynamique. Mais la question, c'est que est-ce que comme anglophone, je vais être accepté? C'est la porte d'entrée. C'est pour ça que je dis c'est tellement important d'avoir des gestes concrets pour dire bienvenue. On vous accorde le bienvenue, on va travailler ensemble, on va vous supporter. Mais quand, je vais vous donner un exemple. J'ai parlé avec des gens d'Alberta qui sont allés dans la Nouvelle-Écosse pour leurs vacances. Puis ils m'ont posé la question, est-ce qu'il y a la possibilité, si j'arrête à Québec, si je parle anglais, est-ce qu'il y a des policiers de langue qui vont venir me poser des questions? Je dis, ben mon Dieu, non. Perception. Il faut être dans une position d'être capable de donner des messages clairs, qui sont concrets, qui démontrent tout ce qui est de beauté de Québec, mais c'est pas juste des bels paysages, là. C'est une culture où on peut l'avoir une carrière, on peut l'avoir une famille, on a l'accès à beaucoup que vous n'en trouvez pas ailleurs. Il me semble que je deviens de plus en plus un vendeur des cantons de l'Est. Excusez-moi. J'ai aucun lien avec le bureau touristique. Mais c'est le message. Il faut être clair sur le message. Bienvenue.
vous êtes accepté, on va vous supporter. Et en effet, le Québec, c'est une des meilleures places que vous allez trouver pour vivre dans l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Message clair? Merci, M. Cotting. Monsieur le député d'Orford, est-ce que vous avez encore... Non, ça va, merci. Je vais laisser mes collègues. Parfait. Monsieur le député de Jacques-Cartier, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, bienvenue, welcome aux représentants des Townshippers, M. Cutting. Dans l'optique de transparence, mon grand-père était pasteur anglican à Compton. Mon père est finissant à l'université Bishop, donc il doit être pionnier dans le Missing Middle parce qu'il a quitté après ses études à Lennoxville pour s'installer à Montréal. Donc son fils est maintenant député à l'Assemblée nationale qui représente l'ouest de l'île de Montréal. Mais je suis très conscient surtout l'histoire partagée des cantons de l'Est entre la communauté francophone et la communauté anglophone. Quand j'ai présidé cette commission dans le passé, je m'appelle une présentation à l'Université de Sherbrooke et Bishop qui font les programmes conjoints maintenant parce que Bishop, dans la tradition de Liberal Arts College, donne des cours et donne l'accès aux étudiants de l'autre côté de la montagne à Sherbrooke. Alors, c'est vraiment les exemples comme ça qu'on voit dans les cantons de l'Est qui sont très intéressants, que comment on peut bâtir un Québec intéressant ensemble. Je vous écoute sur la question de peuple fondateur. Je comprends les interrogations de la ministre. Je pense que c'est quelque chose mais ça va être difficile parce que une des choses dans ce débat, il faut toujours distinguer, c'est la puissance de la langue anglaise internationale et la fragilité des communautés anglophones à l'extérieur de la région métropolitaine. Alors, je pense qu'il y a une grande distinction. Alors, on peut avoir beaucoup de formules historiques et peuple fondateur et 1001 autres choses. Malheureusement, à court terme, au moins, malgré vos efforts ce soir, M. Cutting, on est dans une communauté très vieillissante et tout le reste, dans le pourcentage, va en déclin. Alors, je pense que ça va être toujours difficile. Il y a un adage en anglais que je tiens toujours, « If it ain't broke, don't fix it ». Et moi, j'ai toujours compris, dans ces petites municipalités, on a trouvé une façon de vivre. Il y a toutes les obligations d'adopter des règlements municipaux en français, de fonctionner en français, mais ça ouvre la porte à la possibilité d'avoir des discussions en anglais, d'avoir peut-être un accès aux services de loisirs plus en anglais, de publier d'une façon bilingue, un monthly bulletin ou quelque chose comme ça. Alors, juste dans le quotidien, parce qu'il y a très peu d'institutions qui restent pour la communauté d'expression anglaise dans les cantons de l'Est. In the day-to-day, what is so important about having these municipalities that are able to serve their citizens, and why is it so important for those 18 municipalities in Eastern Townships to maintain their bilingual status? Le député, M. Cotting. D'accord. Je vais commencer en anglais. I think it is absolutely important to get back to, again, the comments that I've been making. You may be getting tired of hearing it, but it is something that I think needs to be clearly stated and understood. In each municipality, there is a history, there are connections, there are traditions, there are families, there is a sense of belongingness. Without belongingness, people don't stay. Without belongingness, people begin to, like the leaves in fall, just blow away. Pour s'assurer que les gens vont être dans une position de prendre la décision, et pour nous autres, dans toutes les communautés francophones ou anglophones, rurales, c'est absolument nécessaire d'avoir un lien avec la municipalité. Et dans plusieurs municipalités, je vais vous donner des exemples qui arrivent souvent. Souvent, moi, je vais y aller parce que je suis obligé d'aller souvent à l'hôpital parce que j'en ai des... je dirais pas c'est pas des questions de vieillissant, non, c'est d'autres choses. Souvent, je présente ma carte de santé. Je fais mon départ en français. Et la personne va dire, « Oh, Mr. Cutting, can I please speak to you in English so that I can practice my English? »
Oh, I was in education for 35 years. It's a pleasure. Ça, c'en est des gestes concrets. Ça nous dit, vous êtes acceptés, vous êtes bienvenus. Et même si dans les municipalités que le nombre d'anglophones baisse, c'est une tradition d'acceptation et d'encouragement que veut retenir non seulement les jeunes anglophones, mais des jeunes francophones. Parce que si on a du respect, les autres vont toujours nous respecter. Et ça commence toujours par ça. Et ça commence toujours dans les familles. Et là, ça commence à l'école, municipalité, province, pays, monde entier. Mais chaque jour, ça nous présente plusieurs fois des opportunités de faire un geste, un sourire, un mot. Et quand on a une chance d'avoir un échange avec des personnes qui sont vraiment respectueuses, la langue, c'est quelque chose, on trouve une façon d'accommoder qu'est-ce qui se passe. Et pour la communauté anglophone, de dire concrètement. Et vous avez dit quelque chose, votre position, c'est que vous ne voulez pas, hey, this wheel isn't broken, why should we fix it? I'm saying you could make it run a little bit better by doing something very simple and saying, yes, you guys, you are part of the founders of this great dynamic society. It is a small gesture that would have enormous outcome. So I'm not saying, no, I don't want to break the wheel either. Non, et je comprends, et j'aime beaucoup la réponse. C'est juste, le sentiment, je le comprends, comme peuple fondateur, mais ça nous amène à d'autres niveaux de complexité. Alors, je ne dis pas non à l'idée, et j'aime, comme je dis, ma famille est la preuve. Nous avons vécu dans les cantons de l'Est, je comprends, très important, la cohabitation, le fait que nous avons construit les cantons de l'Est, la communauté anglophone au départ, British American Land Company et tout le reste, à ses origines, greffé à ça maintenant, une communauté francophone très importante. Alors, c'est un très bel exemple de qu'est-ce qu'on peut faire en travaillant ensemble, mais juste au niveau, au-delà de la conception, le pratico-pratique pour rédiger un projet de loi, je pense que Peuple fondateur va nous amener dans d'autres complications avec le SAIC et toutes les autres personnes qui rendent notre vie plus compliquée. Mais juste, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour cet exemple de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais je vous invite de continuer votre réflexion pratico-pratique parce que je pense, malheureusement, la notion de patrimoine, tout le monde est pour le patrimoine, mais de trouver une moyenne pratico-pratique de l'utiliser est très complexe et que ça explique à Hadley, mais peut-être pas à Sutton, et entendre dans quelque chose qui est très, très complexe. Alors, je veux juste une mise en garde, mais le sentiment derrière tout ça, j'endosse à 100%. Quelques secondes, M. Cutting. Merci bien. Je suis très impressionné par la réception qu'on a eue ce soir. Je crois qu'on a eu une chance d'échanger dans une atmosphère avec beaucoup de respect. Et je pense qu'on a démontré, pour tout le restant de la population, quand on est ensemble avec un objectif de trouver des solutions concrètes pour un problème concret, la plupart du temps, on peut trouver une solution. Mais il faut l'écouter et aussi il faut être assez courageux de dire « je vois ça de même » et « je vois ça de même ». Et là, on peut faire des compromis pour le bien-être de tout le monde. Merci, et M. je suis prêt à faire que ce qu'on peut faire. Merci. Nous allons aller maintenant vers le deuxième groupe de l'opposition et la députée de Montarville pouvoir échanger avec vous, M. Côté. Madame la députée, la parole est à vous.
Merci, Vous Madame avez la 5 Présidente. minutes 30 secondes. Parfait. Alors, c'est pas terminé l'échange. D'abord, laissez-moi vous remercier pour votre mémoire, pour la présentation que vous avez faite. C'est un plaisir de vous écouter, vous parler avec beaucoup de sagesse. Vous êtes très inspirant. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai un attachement particulier pour les cantons de l'Est, pour y avoir grandi, pour y avoir fait toutes mes études. Et j'ai pu constater de visu, personnellement, la beauté et l'harmonie des deux peuples qui vivent ensemble, anglophones et francophones. Et c'est ce qui fait la beauté et le charme des cantons de l'Est. Et c'est la raison pour laquelle on adore y retourner. Et je vous écoute et je suis d'accord avec vous. D'abord, on est d'accord sur le fait qu'il faut protéger la langue française. Mais ce que nous disons au deuxième groupe de position, c'est très important que vous le compreniez. Nous voulons défendre le français dans le respect des droits des minorités. Et tout comme vous, nous croyons que ce doit être aux municipalités, aux conseils de ville de décider si oui ou non elles voudront ou non conserver le statut bilingue. C'est à ces gens de décider, c'est à eux, ils connaissent la population et c'est à eux de le faire. Vous parliez d'obligation morale et je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une question de respect également. Et j'aimerais vous entendre cependant et je dois vous dire que c'est important pour nous à la Coalition Avenir Québec que ce soit bien compris, qu'on va se battre pour que les municipalités qui ont le statut bilingue le conservent si elles veulent le conserver, mais que ce soit à elles de décider et non la ministre sur un pourcentage. Et cela dit, j'aimerais vous entendre parce que j'aimerais savoir dans l'éventualité où les municipalités dont vous me parliez perdraient leur statut bilingue, qu'est-ce qui se passerait concrètement pour elles? Comment est-ce que ce serait reçu? Monsieur Cotting. Honnêtement, je crois qu'on va perdre à l'entour de 50% de ceux qui ont décidé de rester et de faire leur vie dans les cantons de l'Est. Je crois que ça va être surtout les jeunes familles qui vont dire « Oh, notre futur, là, c'est... on vient juste de mettre un X là-dessus. » Et c'est sûr qu'après, on va perdre je dirais pas ça va être le lendemain, passage de loi, mais je crois qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont penser « Oh, non, je vais finir mes études, je m'en ai. » Et on sait avec l'Université de Sherbrooke, Bishop, Collège de Sherbrooke, Champlain Regional College, on est des exportateurs des diplômés. Moi, j'ai passé 35 ans à Collège Champlain et que ce que je voyais, c'est que des jeunes personnes, plein de talent, bilingues. Et ceux qui étaient bilingues étaient plus aptes à trouver des emplois un peu partout dans le monde. Il faut savoir que les jeunes personnes, ils pensent mondial. Et ces jeunes-là sont très mobiles. Qu'est-ce qui va rester? C'est que vous voyez que peut-être l'âge des personnes sur ce bord ici, s'approche pas de 30. Et j'ai bien peur. Encore, on parle de perception en réalité. Je ne pourrais pas vous dire exactement oui, ça va se faire, mais j'ai l'impression que j'ai parlé avec des gens et ça, c'est plutôt une question, c'est d'avoir la nécessité d'un geste concret. Et c'est sûr que les municipalités, on commence là. Comme je dis, des familles, des écoles, après ça, les municipalités. J'ai bien peur qu'on va perdre beaucoup de population anglophone dans les cantons de l'Est. Je rajouterais, vous parliez, vous lisez en anglais, mais je le traduirai, ce lien d'attachement, l'importance pour les municipalités du lien avec leur population. Et nous y croyons. Et j'y reviens parce que nous croyons justement à cette obligation morale et au fait que les municipalités qui connaissent mieux que quiconque leurs citoyens devraient avoir le droit de choisir leur statut s'ils veulent ou non conserver leur statut bilingue. Alors voilà, moi je vous remercie pour la présentation que vous avez faite, c'était très édifiant. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Cotting. Merci également aux personnes qui vous accompagnent.
Je vous souhaite à tous, chers collègues, une bonne fin de soirée et la Commission ajourne ses travaux au jeudi 14 mars 2013 après les affaires courantes afin de poursuivre ce mandat. Bonne fin de soirée.